Je voulais, cette nouvelle édition nous permet de découvrir 15 des nouveaux écrivains, des nouveaux vignerons, à travers des événements qui vont ponctuer ces 2 jours. Hier soir déjà, nous avions donc pu, grâce à l'initiative de Pollard Dizon, qui est une initiative spécifique à la BFM de Limoges, Patrick Péchereau, mais on vient de voir cette mise en bouche là nous avons pu savourer le vin produit par Jackie Ripoche, qui va en parler tout à l'heure. Il va nous initier à sa passion d'une viticulture biologique, c'est ça, à travers sa conférence Identité et passion. Et il sera accompagné de Nicolas de Vinoble. Son intervention sera suivie par la table ronde de l'écrivain américain Lance Weller, avec le concours de Sébastien Lavie et de la représentante des éditions Gallmeister, n'est-ce pas? Voilà, merci. Ils parleront de l'identité des frontières, c'est ça, l'identité des frontières. Ils parleront des USA, de la littérature aux Amériques, etc. Une nouveauté qui commencera ce soir à partir de 21h au café El Dogo, 22 rue de la Loi. Il y a le dessinateur Mezo et son équipe qui nous accueillent pour nous offrir un concert de rock, pop rock, avec des morceaux des Kings, des morceaux des Them, etc. C'est une visite dans les années 60, une rétrospective des années 60. Samedi, c'est vraiment le cœur de cette manifestation, ces 6e rencontres. On va se retrouver à partir de 10h à l'ouverture du village Pollard et Vin, place Saint-Michel-des-Lions, où il y a 15 auteurs et 15 vignerons qui vont nous faire découvrir le fruit de leur travail. Et ce fruit de travail, ça va nous permettre aussi de voir une autre manifestation. C'est à 14h, il y a un rendez-vous important, il y a un débat à la librairie pas Anecdote, voilà, bien joué. Je savais que je ferais le lapsus. Page et Plume, qui fera... il y a un débat sur le roman social avec des auteurs qui sont arrivés tout à l'heure à 17h30 parce que leur train avait du retard, sur le roman social avec Incardona. Monsieur Lavie, dites-nous, il y a Incardona, il y a Ledin et Carlos Zan. Voilà, merci. Ensuite, il y aura encore, on pourra revenir sur la place Saint-Michel-des-Lions pour encore se faire dédicacer à la fois livres et bandes dessinées et déguster toutes sortes de vins, y compris du champagne et de la bière, si je m'abuse, n'est-ce pas? Enfin, on terminera par une manifestation qui n'est pas tout à fait incluse dans Vin Noir, mais qui est liée à Vin Noir, c'est-à-dire une conférence de M. Patrick Péchereau à partir de son livre L'homme à la carabine, c'est-à-dire sur la bande à Bono, sur les bandits tragiques. Je souhaite vraiment que vous participiez avec plaisir à cette manifestation, parce que les gens vont vous transmettre à travers cette manifestation du bonheur, de la chance, du drame, de l'exploration de sentiments, de territoires, bref, tout ce qui fait et ce qui préside au projet de cette manifestation Pollard et Vin Noir. Et en plus, je pense qu'on pourra découvrir plus en détail la réalité de chaque écrivain. Et c'est ce qui me paraît important. Chaque écrivain ayant son style particulier, et en plus, de plus en plus, cette manifestation s'ouvre sur l'international, c'est-à-dire qu'elle a une vocation régionale, nationale et internationale. Et ça, c'est très, très important. Déjà, l'an dernier, on avait donné cet aspect, et je crois que c'est ça qui fait la couleur spécifique de cette manifestation à Limoges. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vais passer la parole à Jackie, qui va venir présenter
son travail et qui va nous initier au vin biologique. Merci. Oui, ça marche tout seul. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très ému et heureux d'accueillir Jackie ce soir dans le cadre des rencontres de vin noir et polar. Je crois que c'est la première fois depuis le début de l'animation qu'un vigneron va venir parler de sa passion devant vous. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais le laisser se présenter, puis j'essaierai de le ralentir quand il ira trop loin. Et voilà. Eh bien, bonjour, Jacques-Henri Poche. Donc, je suis vigneron à Saumur. Donc, d'abord, je tiens à remercier Nicolas et Aurélie de la cave Vignoble. C'est bon là? D'accord. Donc, c'est bon, je me répète pas? Donc, je tiens à remercier Nicolas et Aurélie de la cave Vignoble qui m'ont invité, et aussi BFM pour cette soirée. Donc, on m'a demandé de raconter un petit peu mon voyage vers la bio. Voilà, quand j'ai commencé à travailler, je connaissais pas grand-chose à la culture bio. Et puis, voilà, c'est comme un voyage. Au fur et à mesure du temps, j'en suis arrivé à la bio à partir des rencontres et des échanges. Bon, alors je suis pas très à l'aise avec ce micro parce que c'est quand même la première fois. Donc voilà. Donc je vais démarrer moi un petit peu avec mon parcours. Voilà, je suis fils d'agriculteur. Mes parents étaient en polyculture, et dans cette ferme, il y avait aussi de la vigne. Mais quand j'étais gamin, le mercredi ou les vacances, la vigne, c'était pour aller travailler, et donc moi, ça ne me plaisait pas vraiment. Donc je m'étais dit, jamais je serai vigneron. Et donc voilà, je me suis orienté sur un métier, la pâtisserie. Donc j'ai fait la pâtisserie pendant 3-4 ans, et je suis devenu allergique à la farine. Donc obligé de recommencer un métier. Et puis là, donc première rencontre, voilà, un gars qui vient me voir, il me dit voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les vendanges. Est-ce que tu peux venir? Bon, moi j'ai pris ça comme un travail saisonnier. Je suis allé faire les vendanges. Et puis là, vraiment une belle rencontre. Donc je suis arrivé dans un château, donc avec des conditions idéales, des gens passionnés, et puis ça a dû me plaire, et j'ai dû leur plaire parce qu'à la fin des vendanges, ils m'ont proposé une formation. Ils n'étaient pas en bio. Donc j'ai fait cette formation pendant 2 ans. Comme c'était des gens vraiment ouverts, ils voyageaient beaucoup, ils m'ont donné aussi le goût du voyage. Donc au bout des 2 ans, je suis parti en Australie. Donc je suis resté 6 mois. Donc j'ai travaillé dans les vignobles, mais j'ai aussi fait du tourisme. Et puis, donc je suis revenu en France, j'ai refait des études dans la viticulture. Et puis, voilà, j'en avais encore pas assez. J'en ai refait une 3e année pour faire un petit peu pour faire de la commercialisation. Cette 3e année, donc, autre rencontre. Voilà, j'ai rencontré Véronique, qui est là, donc, qui est devenue ma femme. Avec elle, après, on est reparti en voyage. Donc, on a passé 1 an autour du monde. Enfin, autour du monde. On a fait un tour du globe. On n'est pas passé dans tous les pays. Et puis, revenu en France. Donc là, on s'est installé à Saumur pour travailler. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé un premier travail chez un vigneron. En conventionnel, mais là j'ai appris à faire des vins rouges, parce que moi, comme j'étais, le premier vignoble où j'étais, c'était dans le Muscadet, je ne faisais que des vins blancs. Donc là j'ai appris à faire des vins rouges, 1 an, 2 ans, j'en avais un petit peu marre, j'ai changé de patron, 1 an, 2 ans, j'en avais encore un petit peu marre, donc là je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je travaille pour moi.
Et puis, donc, on a mis un petit peu de temps à trouver le domaine, parce que bon, j'étais pas tout seul. Voilà, j'avais mon épouse, les enfants, donc il fallait que ça convienne à tout le monde. Et puis, donc voilà, on a trouvé ce petit village d'Argentais à côté du puits Notre-Dame exactement. Et puis, donc la personne nous a dit, bah voilà, moi, mes enfants ne restent pas, et voilà, il y a 6 hectares à prendre. Enfin, non, à l'époque, il y avait 5 hectares à prendre. Il y avait une vieille cave et puis une vieille maison. Donc, ça nous a plu, et on a commencé à faire les travaux et à rester en place. Mais n'ayant jamais travaillé chez des vignerons bio, voilà, je n'avais pas une réelle connaissance de la culture bio. On commençait, nous, à manger, enfin, manger en bio, justement, avec les enfants. Mais moi, j'avais une idée du travail, mais pas précise bio. Donc, moi, quand j'ai commencé au Puy Notre-Dame en 2002, toutes les vignes, toute la surface de vigne, il n'y avait pas un seul brin d'herbe. C'est-à-dire que toute la zone de vigne, c'est-à-dire à peu près 200 hectares, il n'y avait pas un seul brin d'herbe. C'était à peu près comme le plancher d'ici, quoi. Et donc moi, je me suis dit, en travaillant un petit peu plus loin pardon, dans le Champigny, où là, il commençait à laisser un petit peu d'herbe dans les vignes, donc je me suis dit, c'est quand même plus sympa de laisser l'herbe. Donc j'ai commencé à laisser l'herbe, à ne pas mettre d'insecticides, à ne pas faire des produits de traitement systémiques ou systématiques. Et puis voilà, ça me convenait, c'était plutôt pas mal. Sauf qu'au bout de quelques années, je me suis un petit peu lassé de tout ça, parce que en fait, c'était quand même une situation un petit peu bâtarde. C'est-à-dire que je travaillais presque comme un bio, j'avais des rendements comme un bio, mais je ne vendais pas comme un bio. Donc en fait, c'était un petit peu tristounet, quoi. Donc voilà, la passion a commencé à diminuer. Et puis un jour, en 2008, il y a un jeune qui arrive à côté de chez moi et qui me dit, bah voilà, je vais m'installer. Là, j'ai trouvé 3 ou 4 hectares. Par contre, je trouve que tes vignes, c'est super bien, tu travailles super bien. Dis-moi, j'ai envie de travailler, mais j'ai envie de travailler en bio. Donc là, bah, ça a été le déclic. C'est-à-dire que je me suis dit, mais oui, voilà. En fait, il me manquait quelqu'un, quoi. Tu m'arrêtes ou tu... Oui. Pour le moment, c'est très bien. Je ne veux pas te couper dans ta lancée. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'effectivement, c'est quand même, à chaque fois, c'est une histoire de rencontre, hein. Enfin, voilà. Moi, dans ma vie, en fait, j'ai avancé avec des rencontres. Et donc là, cette rencontre, avec Émeric, c'était bien parce que lui, il arrivait de l'école, il avait des connaissances justement sur l'agriculture bio, il avait des connaissances sur le vin, alors que moi, j'étais plutôt fils de paysan, donc moi, je connaissais plutôt la terre, je connaissais plutôt les vignes, mais un petit peu moins technique sur le travail en bio et technique sur la vinification en bio. Donc, tout ça pour dire que pour travailler en bio, il ne faut pas être isolé. Parce que, d'ailleurs, c'est pour ça que je prenais pas le pas, quoi. Peut-être juste pour préciser à tout le monde un peu, parce qu'on s'imagine que le vin, ça commence uniquement au chai. Et peut-être que tu insistes un petit peu justement sur, au départ du bio, c'était uniquement le raisin qui était bio. Ah oui, non, ah oui. Alors à l'origine du bio, c'est-à-dire que à l'origine du bio, c'était quand c'était le AB, donc le AB, le Agriculture Bio France, c'était uniquement du raisin bio, c'est-à-dire que la bouteille de vin, c'était vin issu de raisin d'agriculture biologique. Mais depuis que c'est passé en label européen, l'Europe a exigé d'avoir un cahier des charges aussi sur le vin. Donc ça, oui, effectivement, c'est une grosse différence. Oui. Et après aussi, pour préciser, parce que souvent, en fait, on imagine qu'on prend le raisin, on fait la vinification et on a du vin. Mais il y a beaucoup de travail avant. Et le travail d'avant, à mon avis, compte autant que celui de... Ah ben oui, parce que moi, après, je ne peux pas non plus faire l'avocat du diable, mais
Avant, en tant que vigneron, c'est-à-dire que je produisais du raisin, mais je me disais, le vin, je vais le faire en cave. Alors qu'aujourd'hui, la démarche est différente, c'est-à-dire que le vin, je le fais dans la vigne. C'est-à-dire qu'il me faut des super raisins si je veux faire du vin. Moi, je ne peux pas faire avec des mauvais raisins, je ne vais pas réussir à faire du bon vin. Donc, en fait, c'est vraiment le travail de toute l'année, c'est vraiment le travail dans la vigne qui va réussir à ce qu'après, on puisse avoir un vin correct. Donc, moi, ce que je cherche dans les vignes... Vas-y, excuse-moi. Plus que correct. Donc, en fait, moi, ce que je cherche à faire, c'est à trouver l'équilibre. Donc, si je trouve l'équilibre dans la vigne, je vais trouver l'équilibre dans le raisin et je vais trouver l'équilibre dans le vin. Là, après, forcément, s'il y a un déséquilibre quelque part, il va y avoir un clash, où ça sera compliqué. C'est-à-dire que rectifier, en bio, on n'a pas énormément de moyens. Donc, c'est forcément la base qui compte, quoi. Donc, pour trouver cet équilibre, en fait, c'est moi qui demande à la vigne ce que je veux obtenir. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que cette vigne, justement, elle m'apporte le raisin à maturité complète et qu'elle puisse me faire des bois pour l'année prochaine. C'est-à-dire que si je lui demande de me produire 35 hectolitres hectares, elle va me faire des raisins pour 35 hectolitres hectares jusqu'au vendange. Les raisins vont être très mûrs, elle va encore avoir des feuilles et elle va pouvoir se faire des réserves pour l'année prochaine. Et des bois assez gros pour que l'année d'après, elle puisse encore me donner 35 hectos. Donc si on arrive à trouver cet équilibre, ça veut dire qu'elle a trouvé ce qu'il faut dans le sol. Et puis, donc moi, je n'ai pas non plus grand-chose à lui apporter. Donc après, tout ça, cet équilibre, là, c'est le vigneron, après c'est au vigneron de se voir. C'est-à-dire que nous, en bio, on peut apporter des engrais bio, mais moi, j'évite d'apporter des engrais parce qu'après, si on part sur un système où la vigne, si on alimente la vigne, on peut aller à l'inverse de ce qu'on veut, justement. C'est-à-dire qu'elle va peut-être produire trop ou elle va faire trop de feuilles. Donc, c'est à nous de gérer, justement, les besoins en eau. Oula, je me perds un peu là. Un peu trop, pas trop technique. Mais... Non, oui, voilà, je veux pas être trop technique. Mais donc, comme on travaille, la culture bio. Attendez, mais peut-être maîtriser justement, si on pas la rente dépendante, quoi. Oui, voilà. Donc c'est pas la rente dépendante. C'est-à-dire que donc on a l'herbe. Donc en fait, on essaye de travailler. L'herbe, c'est la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'une année humide, on va laisser de l'herbe dans les vignes. Une année sèche, on va enlever l'herbe des vignes. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, en gérant l'eau, en fait, on évite aussi les problèmes de maladie. C'est-à-dire que si notre vigne, elle n'a pas de problème d'alimentation, elle va être forte. Donc, elle va pouvoir lutter contre les maladies. Donc, on a quand même quelques maladies, c'est surtout les champignons, donc le mildiou, l'oïdium. Donc, si la vigne est assez forte, on va pouvoir réduire aussi tous les traitements qu'on peut apporter. Donc, grosso modo, c'est le travail de la vigne qui va donner déjà l'identité du vin, en fait. Ça donne le... De toute façon, le travail de la vigne, déjà, il y a le sol en lui-même, hein, mais le sol, ça, nous, il est là. Après, il y a le vigneron et après, il y a le climat. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le terroir. Le terroir, c'est ces trois-là. Et donc, là, effectivement, ça va influencer sur la qualité du vin après. Ouais. Et après, sur le... Peut-être maintenant, on peut parler plus du choix des vins que tu as décidé de faire aussi. Parce que... Alors après, oui, donc pour le choix des vins, moi, maintenant, c'est-à-dire
quand j'ai commencé en fait, à travailler, j'ai plutôt continué à faire ce que faisait l'ancien vigneron. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce que il y avait des vins que moi je n'aimais pas. Donc aujourd'hui, je fais les vins que j'aime. Donc après, on s'adapte aussi à un marché. Donc aujourd'hui, moi j'ai quand même j'ai une gamme de vins, vous avez pu en goûter ici tout à l'heure. Donc je fais une gamme de vins plutôt sur le fruit, et la majorité de mes vins sont sur le fruit. Donc je cherche à faire une gamme de vins sur le fruit, plutôt léger, ce qu'on appelle des vins digestes, et une gamme de vins avec un peu d'élevage, c'est-à-dire 1 an et demi en barrique, et là aussi sur le fruit, mais avec des concentrations un peu plus importantes. Là, pour faire des vins aussi comme ça, c'est-à-dire que comme on a des beaux raisins, forcément derrière on a une meilleure vinification, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre de levure, on n'a pas besoin de chaptaliser, on n'a pas besoin d'acidifier ou quoi que ce soit. La fermentation se fait, et après les vins aussi sont beaucoup plus réceptifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas, moi toutes les vinifications je ne mets pas de sulfite. Je mets un tout petit peu de sulfite uniquement à la mise en bouteille. Donc le sulfite, c'est ce qui conserve le vin, mais si on en met trop, ça le conserve tellement bien que le vin il n'évolue pas. Donc en réduisant, je dirais, à dose homéopathique la dose de sulfite, je n'ai pas l'impression de changer ou de modifier trop la nature du vin. Alors maintenant, on peut... Alors moi justement, pour aller un petit peu plus loin, justement dans la bio, depuis cette année, on est passé sur un cahier des charges Nature et Progrès. Alors Nature et Progrès, pour en parler quand même, c'était le premier cahier des charges bio dans les années 60. Qui, après, n'a pas voulu suivre le AB avec la certification de l'État, parce qu'ils avaient peur que le cahier des charges soit assoupli. Donc aujourd'hui, le cahier des charges Nature et Progrès est beaucoup plus strict que le AB. Le cahier des charges Nature et Progrès se rapproche du cahier des charges de la biodynamie. Mais le Nature et Progrès, c'est une certification qui se fait avec un professionnel et un consommateur. Donc ça reste très, comment je dirais, très social, et puis plus proche de la vérité, quoi. Et plus proche de la réalité, en fait, entre ce que les contraintes techniques et le plaisir du consommateur. Oui, voilà. Et dans Nature et Progrès, il y a nature et il y a progrès. Ceci, voilà, ça n'empêche pas l'évolution, mais c'est une évolution dans la cohérence. C'est-à-dire que si demain on trouve une façon de travailler très correcte, mais qui nécessite de la mécanisation, on va aller vers ça. C'est-à-dire qu'on essaye quand même d'être au maximum sur le manuel, mais ça n'empêche pas la modernité, quoi. Alors, il y a quelqu'un dont tu ne nous as pas parlé depuis le début. Aka, voilà. J'imagine. Donc ça, c'était aussi mon histoire avec mes parents. Donc quand j'étais enfant, il y avait un cheval de trait à la maison. Et moi, dès que je pouvais faire un petit peu de travail avec le cheval, j'y allais. Et donc, je m'étais dit que si un jour je travaille pour moi, j'aurai un cheval. Bon, et voilà. Donc après, au bout d'un petit moment, je me suis dit, tiens, c'est sympa. En plus, autour de chez moi, il y avait des vignerons qui travaillaient avec des chevaux. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment d'en profiter. Sauf que là, les chevaux m'ont un petit peu impressionné. Je me suis dit, oula, c'est quand même des grosses bêtes. Et donc je me suis dit, je vais acheter un poulain, et comme ça le poulain va grandir avec moi, et puis ça va être plus facile, quoi. Bon, les anciens m'avaient averti, jeune cheval, jeune meneur, ça ne va pas le faire. Voilà, et tu ferais mieux d'acheter un vieux cheval. Bon, mais voilà, à l'époque, j'avais pas les finances pour acheter un vieux cheval dressé.
Donc j'ai quand même acheté mon jeune cheval, Poulain, et je l'ai dressé avec l'aide de plusieurs personnes. Bon. Donc aujourd'hui, c'est pas hyper facile, parce que ça reste quand même une grosse bébête de 900 kg. Il est un peu plus fort que moi, et je ne fais pas toujours ce que je veux. Voilà. Donc on y va. Bon, voilà, à la base, j'ai quand même manqué un peu de temps. C'est-à-dire que depuis 2009 que je suis en bio, je travaille sur 6 hectares. J'étais tout seul sur le domaine. Il y avait des stagiaires à la maison. On a fait venir des woofers aussi à la maison. Mais depuis le mois de septembre, il y a donc Véro qui travaille à l'extérieur, qui est arrivé avec moi sur le domaine. Donc là, je vais pouvoir me dégager un petit peu plus de temps et puis essayer de travailler un peu plus avec le cheval. Alors, tout ça pour dire aussi que la bio, c'est créateur d'emplois, parce qu'aujourd'hui, avec 6 hectares, on arrive à travailler à 2 et à en vivre. Moi, avant, en conventionnel, avec 6 hectares, j'étais limite, quoi. Bon, alors pour en revenir à AK, voilà, j'espère que cette année, on va pouvoir le mettre un petit peu plus au travail et puis que je vais faire les vendanges avec lui, j'espère. Et puis voilà, on verra. Ça apporte déjà une identité un peu plus particulière. Et après, pour ne pas prendre trop de temps non plus, pour parler ne serait-ce que des 2 cuvées qu'on a pu déguster ce soir. Oui, donc alors ce soir ici, donc vous avez goûté ou bu même peut-être. Le premier, c'est un Gribule, donc c'est un pétillant naturel. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure à certains, pétillant naturel pour faire la différence avec un champagne ou un crément. Le pétillant naturel se fait un petit peu dans la méthode d'un cidre, c'est-à-dire que je mets le vin en bouteille avant qu'il ait fini sa première fermentation. Donc en fait, il finit sa fermentation dans la bouteille. Un crément ou un champagne, on fait un vin, voilà, qui finit, donc ce qu'on appelle un vin de base, dans lequel on rajoute des levures et du sucre, et il fait une deuxième fermentation. Donc les bases ne sont pas les mêmes. Moi, je suis sur un vin qui finit sa fermentation, donc plutôt sur le fruit, alors qu'un saumur ou un crément, on est sur un vin qui fait une deuxième fermentation, donc beaucoup plus vineux, beaucoup plus sur le vin. Le Gribule était fait donc à base de chenin, donc le chenin qui est le cépage de Loire, quand même, le cépage blanc de Loire. Donc il y avait à peu près 60% de chenin. Du cabernet, donc qui est l'autre cépage de Loire, mais en rouge, et un petit peu de gros lot, qui lui est un cépage vraiment de l'Anjou, qui est en rouge aussi, mais qui a une teinte très légère. Pour le deuxième, qui est un vin rouge, c'est du 80% cabernet, 20% gros lot. Donc le gros lot, comme je disais tout à l'heure, c'est un cépage qui donne des vins très légers, très fruités. Donc c'est pour ça que moi j'en mets dans cette cuvée, c'est ma cuvée c'est ce que j'appelle les cuvées de printemps, les cuvées d'été. Donc là je suis sur une petite macération, justement pour pas aller chercher trop de matière. Donc je cherche juste le fruit, pas trop de couleur. Et puis après une vinification en cuve pendant 6 mois. Donc c'est mis en bouteille au mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'on reste sur la fraîcheur et sur le fruit, sur le côté un peu plus digeste. Donc vous avez peut-être trouvé une particularité sur ce rouge, c'est qu'il est légèrement gazeux. Donc ce gaz, c'est le gaz naturel qu'il y a après les fermentations, mais c'est aussi ce qui protège le vin de l'oxydation. Donc moi, tant qu'il y a du gaz dans les vignes, en fait, dans le vin, je ne suis pas obligé de sulfiter, de mettre du soufre. Donc quand je le mets en bouteille, il y a encore beaucoup de gaz carbonique. Voilà. Donc ça peut être un petit poil gênant, mais voilà, il suffit juste, si ça gêne vraiment, il suffit juste de secouer un petit peu la bouteille et puis le gaz s'en va, ou la boire un petit peu fraîche. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Là, oui, forcément.
Bah, l'absence de sulfite, oui, elle diminue la garde, mais après, c'est pas naturel. C'est-à-dire que si un vin naturel a le potentiel pour se garder 5 ans, pourquoi lui mettre du sulfite pour qu'il en fasse 10? C'est-à-dire que pendant 5 ans, on va le bloquer et puis il va peut-être se débloquer après. S'il a le potentiel pour vivre 2 ans, qu'il vive 2 ans. Je veux dire, après, c'est à nous, vignerons, de dire aux consommateurs, ben voilà, c'est un vin à boire plutôt tout de suite, ou c'est un vin qui peut se garder 3, 4, 5, 6 ans. Mais effectivement, garder des vins naturels 70, 80 ans, je suis pas certain que ça se fasse, quoi. Ah, non, non, en fin de fermentation? Non, non, en fin de fermentation, il a pas moins de sucre. Et par contre, il a moins d'alcool. Parce que comme on n'a pas rajouté de sucre, et que le sucre, une fois transformé, c'est de l'alcool, moi, en fait, il finit sa fermentation dans la bouteille, donc il n'y a plus de sucre dans la bouteille, mais un champagne en crémant, il finit aussi ses sucres, donc il n'y a pas plus de sucre à la fin, mais par contre, il y a un petit peu plus d'alcool. Merci beaucoup. Alors la biodynamie, non, c'est pas un projet parce que c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Alors après, il y a beaucoup de biodynamistes qui me disent faut faire, voir, et puis après essayer de comprendre ou pas. Mais pour l'instant, non. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a opté pour le cahier des charges Nature et Progrès, pour avoir un cahier des charges un peu plus strict, qui se rapproche de la biodynamie. Mais le travail de la biodynamie, pour l'instant, non. Mais je crois qu'il y a des vignerons bio ici et biodynamistes qui pourraient peut-être en parler. Donc, demain. Merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens à dégager toute responsabilité dans la qualité de la traduction parce qu'on m'a fait faire une dégustation de vin d'abord. Voilà, donc je ne réponds de rien. Bonsoir à tous. Donc moi, je voulais tout d'abord vous remercier de votre présence ici ce soir. C'est la première fois qu'on a la chance pour Vin Noir de recevoir un auteur américain. Et je voulais à cette occasion remercier les éditions Gallmeister qui ont permis de rendre cela possible ce soir, et remercier Marianne. Ça fait 2 ans que je l'embête pour essayer d'avoir quelqu'un qui va assurer ce soir la traduction. Alors, quand on a décidé de cette conférence avec Lens, il me semblait important, surtout après l'intervention du vigneron qui nous parlait aussi un petit peu de son identité, de sa façon de travailler, de revenir aussi sur l'identité, cette fois d'un pays, à travers le roman, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore tous, peut-être, de la façon dont se sont construits les États-Unis. Dans ce roman, on parle d'une période peut-être qui est la moins connue. On sait tous que l'indépendance des États-Unis, c'est 1776, donc on connaît un petit peu cette période, les guerres d'indépendance, et une autre guerre, plus tard, qui est bien évidemment la guerre de sécession, mais qui n'interviendra qu'à partir de 1861. Toute la période intermédiaire est moins connue, et c'est celle dont traite le livre de Lens. Voilà, donc ça me semblait important peut-être de rappeler le contexte historique de cette période. Je
vais essayer de la présenter rapidement et Lens prendra le relais pour en expliquer certainement mieux que moi. Les États-Unis, au départ, donc les 13 États fondateurs sont des États qui sont plutôt sur la côte est du pays. Le Texas, c'est déjà un État indépendant que se dispute aussi le Mexique. Et tout le reste sont des États encore vierges. Et c'est le fameux Go West américain. C'est la façon dont les gens, peut-être, qui ne se reconnaissent déjà plus dans ces États fondateurs où l'industrie commence à se développer, les inégalités aussi, on commence à partir pour chercher une autre liberté. Mais on est dans un territoire qui n'a pas de loi. Et à partir de là, c'est la loi du plus fort. Et donc, on peut imaginer toutes les violences qu'il peut y avoir à travers des guerres avec les Indiens, mais aussi avec les Comancheros, avec les Mexicains, et bien évidemment les Américains entre eux. Donc Lens, je vais vous laisser la parole, peut-être si vous pouvez nous expliquer peut-être un petit peu plus cette période bien précise. First of all, let me just say how very, very happy I am to be here with you tonight. In America, I don't make many appearances, and when I do, I never know if anybody at all is going to show up. Alors, laissez-moi tout d'abord vous dire que je suis très heureux d'être là ce soir. Aux États-Unis, je fais très peu de présentations en public, et puis quand j'en fais, je suis jamais certain qu'il y aura quelqu'un qui viendra m'écouter. And so, after trying for so many years to become a success as a writer and get published, it's like a small miracle to be able to talk about books that I've written and have people actually be interested, let alone to have the opportunity to come all the way to France and speak in front of people here. Et après avoir passé tant d'années aux États-Unis à essayer de trouver une forme de succès pour mes livres, c'est une forme de miracle d'être là ce soir, d'avoir fait tout ce voyage jusqu'en France et de trouver un public qui ait envie de m'entendre parler de mes livres. So I'm very nervous, and I called my wife just before we began, and she said, well, own up to it and let them know how nervous you are. And she's always right about everything. So I said, I'll do that. Et je suis très stressée à l'idée de parler devant vous. Et donc, juste avant de commencer, j'ai appelé ma femme et je lui ai parlé de mon stress. Et elle m'a dit, assume et dis-leur que tu es stressée. Comme ma femme me donne toujours de bons conseils, voilà, c'est ce que je fais. So I will try my best to answer your questions and be intelligent about it. I'm nervous too. Donc, je vais essayer autant que possible de répondre à vos questions et de le faire avec intelligence. So the interesting thing to me about the time period that I set American Marchlands in is that your average American doesn't know very much at all about it either. If they have heard of the Mexican-American War at all, it is in relation to the American Civil War, because so many of the leaders of the Civil War fought in the Mexican-American War, so you get some cross-pollination of history. Ce qui est intéressant pour moi à propos de cette période de l'histoire américaine, c'est que les Américains eux-mêmes ne la connaissent pas réellement. En fait, tout ce qu'ils en connaissent, c'est le nom de certaines personnalités qui ont pris part à ces conflits avec le Mexique, parce que ce sont des personnages historiques qui ensuite sont intervenus dans le cadre de la guerre de sécession. Donc, ça a fait des passerelles qui leur ont permis de mieux identifier ces gens. And if they've heard of, for instance, the Black Hawk War, it's only in relation to Abraham Lincoln, if they realize it was a conflict at all and not just a helicopter. Et s'ils ont entendu parler de Black Hawk, la guerre de Black Hawk, c'est en relation avec Abraham Lincoln, enfin s'ils en ont entendu parler et qu'ils ne prennent pas ça simplement pour une marque d'hélicoptère. So it seemed like the whole era was wide open for a fiction writer to play with. There certainly has been fiction written about it, but nothing that I could look at that impacted me very much at all. And I thought,
what can my characters do? How can they progress through the narrative I have in mind, and how can I earn the ending that I already have in mind? Et en fait, c'était comme un territoire vierge pour moi, parce que peu d'auteurs l'avaient occupé. Il n'existait quasiment pas de fiction qui traite de cette période historique. J'avais donc un champ vierge devant moi que je pouvais occuper en m'interrogeant sur comment mes personnages allaient pouvoir traverser cette période et comment ils allaient arriver à cette fin du roman que j'avais déjà en tête. Because for me, when I'm working on something, everything begins and ends with character. If I know the characters well and I like them, I can put them in interesting situations. And this period of time was nothing but a very interesting situation as America slowly and achingly marched westward toward California in dreams of manifest destiny and go west, young man, and find your future in the West. Pour moi, tout commence toujours et finit avec les personnages. Si je trouve des personnages qui m'intéressent suffisamment, pour lesquels je développe de l'empathie, je vais pouvoir leur faire traverser des situations intéressantes. Et cette période est une période très intéressante parce que c'est une période où l'Amérique marche vers l'Ouest, où il y a cette idée que les jeunes gens doivent aller ouvrir la voie de l'Ouest pour défricher les territoires jusqu'à la Californie, trouver leur destin et construire ce nouveau pays. Alors justement, il y a 3 personnages principaux dans le roman. Donc 2 garçons, Tom Hawkins et Pigsmith Spence, et la jeune Flora. On a l'impression dès le départ que pour chacun, il y a presque un espoir, mais c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que l'innocence va vite se confronter à la dure réalité. Donc quand vous dites qu'il faut de l'empathie pour les personnages, donc directement on voit que le rapport à l'histoire, les personnages sont rattrapés par l'histoire. Vous pouvez peut-être nous dire pourquoi avoir choisi à travers ces 3 personnages, ces 3 destins finalement, qui à eux 3 finalement nous donnent une image de ce qu'a été l'histoire américaine. Puisqu'on va évoquer à la fois la violence, la guerre, mais aussi l'esclavage. I wish I could say I had a very clever intellectual reason for anything that I do. I began the book with Tom Hawkins, my main character, and for the longest time, as I struggled to get to know him, he was the only character. Alors, j'aimerais bien avoir une réponse construite et intelligente sur cette question, mais en fait, quand j'ai commencé ce livre, je n'avais qu'un seul personnage, je n'avais que Tom Hawkins. Et pendant longtemps, quand j'ai travaillé sur ce roman, il était le seul personnage. And it just wasn't working. I write very much from my gut and my heart and from intuition, and I could feel that even though Tom was coming to life on the page, he was doing nothing interesting. And then I came up with Pigsmeat Spence. En fait, ce personnage de Tom, il ne fonctionnait pas. Moi, je travaille beaucoup au ressenti, avec mon cœur, avec mes tripes, et j'arrivais à rendre ce personnage à peu près crédible sur la page, mais il ne me semblait rien vivre de réellement intéressant. Et c'est là que est né le personnage de Pigsmeat. And Pigsmeat was a gift, because it doesn't happen very often that I'm able to completely conceive a character in a flash. And the minute I thought of Pigsmeat, I knew everything there was to know about him. I knew his past, I knew his present, I knew his future. And as a result, Tom began to grow in relation to Pigsmeat. So then what I had to do was throw away everything I'd done and start again
with the idea that I would now write about 2 characters. Et Pigsmith est arrivé comme un véritable cadeau. C'est très rare quand j'écris que j'aperçoive comme dans un flash toute la personnalité d'un de mes personnages. Mais là, ça a été le cas. J'ai vu arriver Pigsmith et il s'est présenté à moi avec tout son passé, tout son présent, tout son avenir complètement construit. Et résultat de ce personnage qui apparaissait, c'est que Tom Hawkins a pris corps lui aussi dans la relation qu'il avait avec Pigsmith. Et donc je n'ai eu qu'à jeter tout ce que j'avais déjà écrit pour recommencer à écrire ce livre avec 2 personnages. So now the novel's working a little better, but it's still not right. I know in my heart that it's not what it needs to be yet. And it was very frustrating. It was a very, very slow and painful process. And then I came to France in 2013 for Wilderness. Alors là, ça fonctionnait un petit peu mieux, mais je savais au fond de moi que je n'y étais pas, qu'il y avait quelque chose qui clochait encore. Et c'était un processus qui était très lent, qui était très difficile. Et c'est là qu'en 2013, je suis venue en France pour la parution de Wilderness. And Oliver kept asking me, how's the new novel coming? And I would tell him, I'm almost done. I'm so close to being done. And I was nowhere close to being done. I was not even halfway. But I became so energized once I got home and slept for a week that I sat down at my typewriter and began to work. And suddenly I had another character, and that was Flora. Et pendant que j'étais en France, mon éditeur, Oliver, n'arrêtait pas de me dire « Bon, et alors, et ce second roman, tu en es où ?» Et moi, je lui répondais « Oh, bah là, c'est presque fini, hein, j'approche de la fin. » Alors que je n'étais pas du tout à approcher de la fin, j'en étais même pas à la moitié de quelque chose. Mais quand je suis revenue chez moi après ce voyage, j'étais tellement gonflée à bloc, plein d'énergie, que après avoir dormi une semaine entière, je me suis assise devant ma machine à écrire et j'ai recommencé le roman avec un 3e personnage qui m'arrivait et qui était le personnage de Flora. And so now with these 3 characters together, I could envision the entire narrative. I could see my way through all the way to the end. But I tarried for a long time. I spent a long time on the Flora chapter because it was vital for me that I get her as right as I knew how to make her alive and real in my heart and on the page. And I was a little smitten with her too, and I didn't want to leave that chapter, so I wrote it again and again and again. And finally, very slowly, I progressed the whole narrative forward and started a new chapter and finally reached the end some months after I came home from France. Et j'ai passé, une fois que j'ai eu ce 3e personnage, le roman m'est apparu dans son intégralité. Je savais où il commençait, je savais où il allait. J'avais une vision de ce qu'il allait être du début à la fin. Mais ces chapitres sur Flora, j'ai passé beaucoup de temps à les écrire parce que c'était vital pour moi que ce personnage soit aussi crédible pour mon cœur et sur la page que possible. Donc je n'arrêtais pas de revenir à ces chapitres, de les réécrire, de les reprendre sans cesse jusqu'à ce que quelques mois après mon retour en France, j'arrive à mettre un point final à ce processus. Okay. Non. Ouais. Sorry. Pour revenir sur le titre du livre, Les marches de l'Amérique, je vais lire juste un petit extrait que j'ai relevé qui explique un petit peu, peut-être vous nous expliquerez un petit peu mieux ce que vous voulez dire par les marches de l'Amérique. Donc, rien d'autre que des marches frontières, rien d'autre qu'un territoire sauvage situé entre 2 pays, où les hommes pouvaient aller, mais où la loi ne les suivait pas. Il leur dit que c'était par le fer, le feu et le sang qu'on ferait de ce pays autre chose que des marches sauvages, mais qu'on pouvait compter sur les hommes pour cela, parce que c'était ce qu'ils faisaient toujours. Partout où ils allaient, les hommes apportaient avec eux le fer, le feu et le sang. Est-ce que finalement le mythe, est-ce que la frontière aux États-Unis ne reste pas un mythe? Il existe une frontière entre la civilisation et la sauvagerie,
entre le bien et le mal, et finalement entre une forme d'illusion et la réalité. It seemed to me that during this time period, there really was no such thing as a frontier, because it was always changing. When Tom is growing up, the frontier is on the edge of Illinois. And when Tom is a young man, the frontier is on the edge of Independence, Missouri. That's as far as you can go and still be in the United States. My characters are constantly crossing borders and never knowing quite exactly where they are. En fait, à l'époque dont je parle, il n'y a pas réellement de frontière parce que cette frontière est en permanence en évolution. Tom, entre son enfance et le moment où il est jeune homme, cette frontière s'est déplacée. Elle atteint la limite du Missouri. Mais mes personnages n'arrêtent pas de traverser des frontières sans même le savoir, car cette frontière n'est pas stable, n'est pas fixe. And in this time, the settlers, the pioneers in the United States were launching off, trying to get to California, the land of milk and honey. Is that the frontier? If that's the frontier, what is all that unclaimed land between? Those are the marshlands. Those are the wild, lawless places that are certainly Indian land, or may be claimed by Mexico, but certainly are not the United States yet. Et pendant toute cette période, les pionniers qui traversaient les États-Unis avaient le rêve d'atteindre cette Californie, cet État qui était fait de lait et de miel. Et tous les États qui étaient finalement entre l'Est et la Californie étaient des États qu'ils ne faisaient que traverser. C'était des territoires où il n'était pas question de frontières, puisque la frontière ultime, c'était la Californie. Donc c'était des territoires qui étaient des territoires indiens, des territoires qui étaient réclamés par le Mexique, mais qui en aucun cas ne faisaient réellement partie des États-Unis à leurs yeux. So before they meet Flora, Tom and Pigsmeat spend their whole lives just wandering back and forth, stateless, crossing borders into Mexico, crossing borders into Indian land, back into the United States. And then when Flora comes along to speak towards the slavery question, she crosses into the marshlands and doesn't know what she is anymore. She looks to them and says, "Are we still in the United States?" And Pigsmeat says something like, "Well, I think it's over there where those woods are." And she doesn't know then if she's free or still a slave or if she's some other thing just existing on the land. Et avant de rencontrer Flora, Pigsmeat et Tom ne cessent de passer de la terre indienne au Mexique, de retourner aux États-Unis, comme ça, dans un mouvement permanent de marche. Et puis, à partir du moment où ils rencontrent Flora, tout ça prend un autre sens, parce que Flora, qui est donc une esclave aux États-Unis, ne sait finalement pas quelle est son identité une fois qu'elle a traversé la frontière. Et elle va poser cette question aux deux hommes, mais est-ce que là, je suis toujours aux États-Unis? Et ils lui disent, non, je crois que les États-Unis, c'est là-bas au niveau de ce bois. Et finalement, elle ne sait pas si elle est une femme libre ou toujours une esclave, ou peut-être quelque chose d'autre qui existerait sur cette terre particulière et qu'elle ne connaît pas. So this idea of wide open spaces that are unclaimed, where a soul can become lost or become anything they want, was very seductive to me as a writer, and it was very interesting to put these characters into those locations and try to imagine what they would have been when there was no state for them to be a citizen of. Et cette idée de placer mes personnages dans un territoire qui était un territoire indéterminé, qui était à la fois sauvage et complètement libre, ça posait la question de leur identité. C'était un lieu où ils pouvaient devenir en quelque sorte qui ils voulaient. Ils étaient sur une terre dont ils n'étaient pas les citoyens, car cette terre n'était rien à ce moment. D'accord. Pour revenir sur les États-Unis, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, maintenant, par rapport
à cette question d'identité. On a l'impression, quand on voit, en tout cas de France, un pays qui est assez fier de lui, les Américains sont des gens assez fiers de leur nation, et pourtant on voit encore au niveau de ce qu'on pourrait appeler un melting pot, on pense à un pays où les gens pourraient vraiment vivre ensemble malgré une façon multiculturelle. Mais quand on voit aujourd'hui le problème de la frontière, toujours avec le Mexique qui est remonté avec la politique récemment, ou quand il y a des incidents, par exemple, entre la police et les Noirs américains, est-ce que finalement on a de l'extérieur peut-être une fausse image de l'identité américaine aujourd'hui? The melting pot is what America should be. I increasingly am disturbed because I don't understand my country. On election day, as things transpired, I had to get out of the house. I had to work in the yard. I had to go for a walk. I had to rake leaves because I had to be in motion. I couldn't be still and watch what was happening because it sort of broke my heart, and it broke the hearts of everyone I know. Ce melting pot, cette société mixte, c'est ce que les États-Unis devraient être. Aujourd'hui, je suis très troublée car je ne comprends pas mon pays. Le jour des élections, quand j'ai vu ce qui arrivait, j'ai dû partir de chez moi, j'ai dû aller marcher, j'ai dû quitter ma maison pour ne pas regarder ce qui arrivait devant mes yeux parce que cela me brisait le cœur et cela a brisé le cœur de tous ceux que je connaissais. When my characters are moving throughout the spaces in Marchlands, there are no fences, and there are certainly no walls. So there's nothing to keep them from those unexpected kindnesses that make us what we are, which is human beings. À l'époque où se passe mon roman, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, donc il n'y a rien qui peut protéger ou laisser mes personnages loin de ceux qui pourraient venir à eux et qui est quelque chose de positif. So the idea of liberty in the melting pot is what America should be. It's my heart's ideal of my country. And I'm not alone in thinking that. But the reality is something different, and it's something that every morning I wake up and I don't recognize, and I wonder what's happening. And if anything good is coming from all of this, it's the fact that, like me, more and more Americans who were once apolitical, which I certainly was, are paying attention, and we're standing up, and we're writing, and we're lifting our voices, and we're letting the government know that we don't want to stand for this. Et cette idée des États-Unis qui sont une terre de liberté et une terre d'échange, c'est l'idéal que j'ai au fond de mon cœur. C'est ma vision de ce pays. Mais la réalité est différente. Et tous les matins, quand je me lève, je ne comprends pas ce qui arrive, je ne reconnais pas mon pays. Mais s'il y a quelque chose de positif qui doit sortir de tout cela, c'est le fait que des gens qui ne sont pas politisés, et je n'étais pas politisée, aujourd'hui se lèvent, font entendre leur voix, écrivent pour signaler à leur gouvernement qu'ils ne suivent pas les actions qu'ils proposent. We want liberty without fear. We want the ideal. We want the melting pot. We want the huddled masses, the hungry and the poor, because it's that sort of inclusion that makes the ideal of America great.
Nous voulons une liberté sans peur. Nous voulons ce melting pot. Nous voulons que tous aient leur place dans notre pays. Nous voulons être ouverts à ceux qui peuvent avoir faim ou à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ça l'idée que nous avons de notre pays. D'accord. Merci. Je vais peut-être vous laisser un petit peu de temps pour les gens qui voudraient peut-être poser des questions, profiter que Len soit parmi nous pour poser des questions, justement. Donc, non, pas de questions particulières. Bon. Écoutez, Len sera disponible pour ceux qui ont pris peut-être un livre ou qui voudraient une signature ce soir. Vous avez des livres à la sortie, donc profitez-en. Voilà. Merci. Thank you very much.